Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos. Si on parle des plus grosses Dream Team du 21e siècle, le Brésil 2002 sera forcément une des premières équipes qui nous viendra à l'esprit. Avec autant d'immenses talents dans son effectif, que le Brésil ait gagné la Coupe du Monde en 2002, on se dit tous que c'était tout sauf une surprise, n'est-ce pas? Vous pensez? Moi je pense pas. Et pourtant, si on se souvient bien, amigo, au lancement de la compétition, c'était loin, mais alors loin d'être gagné. Non seulement le Brésil n'était pas un grand favori de la compétition, et si on est tout à fait honnête, le Brésil ne mérite peut-être pas tout à fait sa victoire finale. « 5 septembre 2001, 15e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Am-Sud. Le Brésil affronte l'Argentine. Le classique, le sommet du football sud-américain. Mais ce jour-là, ce n'est pas la première place qui est en jeu. Celle-là est plutôt bien verrouillée par l'Argentine de Marcelo Bielsa. C'est plutôt côté brésilien qu'il y a du suspense, qu'il y a de l'enjeu. Parce que le Brésil, à ce moment-là, pointe seulement à la 4e place. Alors autant te dire qu'une victoire aujourd'hui serait grandement le bienvenu. Cette équipe aurait clairement besoin d'être relancée parce que la place qualificative pour la Coupe du Monde est loin d'être acquise. Mais un but de la tête de Marcelo Gallardo, 1m65 je le rappelle, et un CSC de Chris, l'ancien lyonnais, oui, vont plonger le Brésil un peu plus dans la crise. Le rapprocher d'une humiliation historique. Le tout-puissant Brésil, vainqueur de la Coupe du Monde en 94, finaliste en 98, vainqueur de la Copa América 99, pourrait tout simplement ne pas participer à la Coupe du Monde 2002. Impensable. Ah, je peux te dire qu'au Brésil, à ce moment-là, on n'est pas loin de la guerre civile. Et c'est vraiment impensable, c'est vraiment incompréhensible de voir le Brésil dans cet état-là, parce que cette équipe a toujours autant de gueule depuis France 98. On est toujours dans cette période dorée du Brésil où on a un crack qui sort d'on ne sait où chaque année et enchante la planète football. Comment expliquer ça? Alors, le premier réflexe de tout le monde, ça serait de parler d'un traumatisme France 98. C'est évident, le raccourci est même assez facile, voire assez pratique. C'est évident que la défaite à Saint-Denis est dans un coin de la tête des joueurs du Brésil, surtout que entre 2001 à ce moment-là et 98, c'est quasiment la même équipe. Puis on se souvient bien des larmes de Ronaldo et de Roberto Carlos au coup de sifflet final. Donc oui, certainement que c'est un facteur, mais un facteur parmi tant d'autres. Pour moi, ce n'est pas ça qui les empêche de jouer leur meilleur football. Ce n'est pas ça qui les rend si irréguliers, si nerveux quand ils rentrent sur le terrain. Sinon, comment expliquer le récital offert en 99 lors de la Copa América? Mexique, Argentine, Chili, Uruguay en finale. Le Brésil de Vanderlei Luxemburgo a roulé sur tout le monde et avec la manière durant cette compétition. Autant te dire qu'à ce moment-là, absolument personne ne parle de traumatisme France 98. On parle de revanche à prendre. On parle de bases qui sont enfin posées pour pouvoir attaquer ce mondial sereinement. Petit problème, ce même Luxemburgo va se faire virer dans ses éliminatoires après seulement 8 matchs. Alors pas tant pour ses résultats avec l'équipe A du Brésil qui sont certes pas flamboyants mais qui passent encore à ce moment-là, mais plus pour ses performances aux Jeux Olympiques et aussi pour quelques accusations judiciaires dont il fait l'objet à ce moment-là. Oh, 3 fois rien, fraude fiscale, participation illégale dans des transferts de joueurs, falsification de papiers de joueurs, un homme d'affaires quoi. Bref, c'est à partir de là que le n'importe quoi brésilien commence, c'est à partir de là que le festival de coach commence. Ah, je peux te dire qu'ils vont s'enchaîner. Emerson Leão, 3 matchs, Candinho, 1 match, Luis Felipe Scolari se succéderont durant les éliminatoires. Pas exactement le meilleur cadre pour permettre à une équipe de se construire sur la durée de manière solide et cohérente, tu en conviendras. Mais ce n'est toujours pas ça le problème principal de cette équipe. Ce n'est toujours pas France 98, ce n'est toujours pas les coachs qui défilent façon Valdemarquita. Non, le problème de cette équipe, il porte un nom. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Oui, R9. La superstar de l'Inter vient de subir 2 énormes blessures au genou et c'est tout le Brésil qui souffre. Sans Ronaldo et malgré tout son potentiel offensif, le Brésil n'arrive pas à être efficace à tous les matchs. Et c'est là aussi qu'on voit qu'R9 était vraiment un extraterrestre, l'un des plus grands talents de l'histoire de ce sport. Parce que même sans lui, techniquement, le Brésil a une équipe de fous furieux. Et des avant-centres de qualité pour le remplacer, c'est pas forcément ce qu'il manquait. Quand tu as un Rivaldo au sommet de son art et un Ronaldinho en pleine explosion
pour te donner des ballons, sans parler des autres cracks derrière, hein, Roberto Carlos Cafu sur les côtés. Bon, t'es alimenté normalement quand t'es le numéro 9 du Brésil. T'as pas besoin d'être Ronaldo ou Van Basten pour marquer tes buts. T'avais Amoroso qui sortait d'une Copa América absolument dantesque. T'avais encore des Elber qui cartonnaient en Bundesliga, des Sonny Anderson, des Edmundo, ou surtout Romario, qui à ce moment retrouvait une seconde jeunesse au Brésil. Mais lui, c'est un cas très particulier. On y reviendra après. Bref, il y avait largement de quoi remplacer Ronaldo, mais Ronaldo, c'est Ronaldo. Par son talent hors norme et sa personnalité très appréciée de tous, Ronaldo installe naturellement un collectif dans cet effectif de stars. Si Ronaldo est là, il suffit de jouer pour lui. Ce sera forcément lui la meilleure solution. Mais sans lui, les égos remontent et chacun joue sa petite partition de son côté. Chacun veut devenir le nouveau Ronaldo, quelque part, veut prendre la place de numéro 1. Et c'est pour ça que cette équipe est devenue si irrégulière. C'est parce qu'elle est tombée dans la facilité, parce que collectivement, elle n'existe plus. Le problème de cette équipe est avant tout dans la tête. Mais bon, heureusement, ça, le nouveau sélectionneur du Brésil, Luis Felipe Scolari, je le rappelle, l'a très bien compris. Et très rapidement, même si ça se voit pas de suite sur le terrain, je te l'accorde. Mais Scolari, c'était vraiment le bon choix à ce moment-là. Parce que d'un point de vue tactique, c'était peut-être pas le plus fin. Mais par contre, d'un point de vue psychologique, là, on fait difficilement mieux. Son équipe est composée d'artistes, c'est beau, mais pour lui, ça manque clairement de rigueur. Lui est plutôt du genre militaire et paternaliste. Pour lui, son équipe doit être une famille, mais une famille qui marche au pas, une famille qui travaille dur et tire toujours dans le même sens. Et ça, il ne s'en cache absolument pas. Et il le dit clairement dès son arrivée, désormais nous sommes la famille Scolari. Bref, revenons-en aux éliminatoires. Pas de victoire donc contre l'Argentine et autant te dire qu'à ce moment-là, ça tremble un peu dans le slip. Victoire 2-0 contre le Chili, ok. Défaite 3-1 en Bolivie et à la dernière journée, le Brésil n'a toujours pas assuré son ticket pour le mondial. La qualif va se jouer au tout dernier match contre le Venezuela. Bon, ça va, c'est pas non plus le pire adversaire pour jouer sa survie. Et là, pour ce match absolument crucial, Scolari tente un pari complètement fou. On le rappelle, il n'y a pas Ronaldo. Mais en plus de ça, il va se passer de Ronaldinho. Le seul cadre, la seule star qui reste sur le front de l'attaque, c'est Rivaldo. Et le remplaçant de Ronaldinho s'appelle Luizão. Alors non, ce n'est pas le défenseur de Benfica, je te rassure, mais un attaquant plutôt bien connu au Brésil, qui avait fait de très belles choses du côté de Palmeiras, qui s'était exporté en Espagne sans réellement exploser. Il n'avait pas l'aura des grands attaquants brésiliens du moment. Bon, bah il a marqué un doublé, le Brésil a gagné 3-0. Ça y est, le ticket pour la Coupe du Monde est enfin obtenu. Le Brésil peut enfin respirer, mais les galères sont loin, mais alors loin d'être terminées. Amigo, si tu kiffes ce genre de vidéo, pense bien à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour le faire savoir. Et si tu as d'autres épopées comme ça que tu aimerais que je traite, n'hésite pas à me le suggérer en commentaire. Ouais, les galères sont loin d'être terminées, pas mal de préparatifs encore à régler avant de pouvoir décoller pour le Japon et la Corée. Je dirais même qu'il reste encore un problème de taille à cette équipe à régler avant la compétition. Romario. Parce que Romario et le Brésil en 2001, c'est quand même quelque chose. C'est une énigme, mais qui va retourner le cerveau de tout le monde pendant des mois au Brésil. Ça va devenir quasiment une affaire d'État. Un coup il est appelé, un coup il est pas appelé, un coup il est capitaine, un coup il marque, un coup il est nul. On ne comprend pas ce qui se passe avec Romario durant cette période-là, durant ces éliminatoires. Mais tout le monde adore Romario, donc il n'y a qu'une seule question que l'on se pose avant la tombée de la convocation de Scolari. Scolari va-t-il sélectionner Romario ? Et vraiment, je n'exagère pas, tout le Brésil n'attend que cette décision. Parce que oui, les stars du moment, les stars à la mode, c'est Ronaldo, c'est Rivaldo, c'est Ronaldinho, on les a déjà cités. Mais Romario, il est toujours là. Il a passé la trentaine, ok, mais il est toujours là. C'est littéralement une légende vivante, Romario, à ce moment-là. Et d'autant plus qu'à cette période, avec Vasco, il est excellent au Brésil. C'était peut-être même le meilleur joueur du championnat brésilien à ce moment-là. Mais en sélection, c'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est vrai, il y a eu un triplé contre la Bolivie, par exemple, durant les éliminatoires, mais il y a pas mal de matchs où il est passé au travers. Il a été assez irrégulier. Et ça, Scolari, ça ne lui plaît pas. Surtout qu'en plus, avec Romario, il y a toujours des à côté d'un point de vue
extra sportif, il y a un caractère difficile à gérer. Et d'ailleurs, Scolari va le tester dès son premier match à la tête de la Seleção, puisqu'il va lui donner le brassard de capitaine. Mais lors de ce match, non seulement Romario ne marque pas, mais en plus de ça, Scolari n'a pas senti vraiment qu'il assumait les responsabilités, qu'il assumait son rôle de cadre, de leader dans le vestiaire. Et depuis ce match-là, il n'a plus été appelé. Et ça, au Brésil, vraiment, ces non-convocations pendant les éliminatoires, ça ne passait pas. Parce que Romario, c'est le Brésil. Il est l'archétype du Brésilien. Sa personnalité résonne dans le cœur des Carioca. Romario, c'est un mec qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est quelqu'un à qui on ne dicte pas ce qu'il doit faire. C'est aussi un mec qui adore faire la fête. Peut-être un petit peu trop. C'est aussi un mec qui adore les femmes. Peut-être un petit peu trop. Et en plus de ça, il est incroyablement bon avec un ballon au pied. À Rio, tout le monde veut être Romario à ce moment-là. Mais ce genre de personnage, c'est à peu près tout ce que déteste un coach de très haut niveau. Et surtout, un coach militaire comme Luis Felipe Scolari. Scolari, pour faire simple, c'est un peu Didier Deschamps. Lui, ce qu'il veut, c'est ça, c'est la rigueur, du travail, de la cohésion de groupe. Et il sait très bien que Romario n'est pas assez discipliné et n'a pas le caractère pour accepter toutes ces règles dans la famille Scolari. Mais il y a une telle pression sur le cas Romario, que ce soit de la part du grand public brésilien, que ce soit de la part des médias, que Scolari a du mal à trancher. Il y a déjà eu donc ce premier match où il connaissait déjà Romario, mais il le teste quand même lors de ce match contre l'Uruguay. Ça ne marche pas. Et puis, il y a eu un autre épisode qui a particulièrement agacé, déçu Scolari. Juste avant de partir pour la Copa América, Romario demande à être dispensé pour une chirurgie de l'œil. La dispense est acceptée, sauf que quelques jours après, on le voit jouer en amical avec Vasco da Gama. Autant te dire que la fausse prescription du médecin, elle est assez mal passée, d'autant plus qu'à ce moment-là, le Brésil se faisait éliminer assez honteusement de cette Copa América en quart de finale contre le terrible Honduras. Et il y a encore un autre épisode qui n'est pas en faveur de Romario, mais celui-là il est assez cocasse. Apparemment, il aurait bravé l'interdiction imposée par Scolari d'avoir des durant les rassemblements de la Seleção pour s'envoyer en l'air avec une hôtesse de l'air en plein vol. Ah, Romario, c'était un sacré personnage. Franchement, il mériterait sa vidéo un jour, une vidéo rien que pour lui. Sa vie, son œuvre. Bref, avec tout ça, tu l'as compris, Scolari, au moment de la décision, va rester totalement fidèle à sa logique de cohésion de groupe. Lors de la convocation finale, c'est Luizão qui est appelé, ou Baixinho, comme on l'appelait. Romario, lui, va devoir regarder le mondial à la maison. Não fui escalado, não fui convocado. Não transei com as mulheres e perdi a porra da Copa do Mundo. Desculpa a expressão, mas me fudi todo. Mais ce choix, c'est pas juste un choix managérial, c'est pas juste pour écarter une forte tête du groupe. Tactiquement, il a une idée en tête, le père Scolari. Attendre le retour de Ronaldo pour construire son équipe autour de lui. Tout simplement. Lui n'a qu'une idée en tête, c'est d'associer les 3 R. Ronaldo, Rivaldo, pas Romario, Ronaldinho. Et qu'R9 n'ait pas joué depuis plus d'1 an à ce moment-là ne lui pose aucun problème. Parce qu'il sait qu'avec ces 3 là devant, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de mettre en place un collectif derrière, bien en place, bien rigoureux, bien solide. Pour marquer des buts, il sait très bien qu'avec les 3 monstres devant, plus les 2 TGV sur les côtés, Cafu, Roberto Carlos, pour les alimenter en centre, il n'a pas besoin de se casser la tête à trouver des circuits de passe particulièrement originaux, particulièrement innovateurs, pour faire la différence. Donc à 1 an de la compétition, Scolari a les idées claires. Mais on peut pas en dire autant de la part du grand public brésilien, des observateurs, des médias brésiliens. Là, le doute est toujours présent. La qualif in extremis, le fiasco en Copa América juste après, ça ne rassure absolument personne. Et même sur le terrain, au niveau du jeu, ça n'a pas particulièrement évolué. D'autant plus qu'on est au Brésil. On parle de la terre, du joga bonito, on veut voir du beau, en plus des résultats. Et Scolari, je le répète, lui avant tout, c'est la rigueur. À ce moment-là, au Brésil, tout le monde se rend à l'évidence. Face à des équipes de tarés comme l'Argentine de Crespo et Batistuta, la France, qui vient d'enchaîner Coupe du Monde et Euro 2000, l'Italie de Totti et Del Piero, l'Allemagne d'Oliver Kahn, le Brésil n'est pas le grand favori de cette compétition. Bon, le Brésil n'est pas le grand favori, certes,
Mais ça reste le Brésil, ça reste évidemment l'une des équipes que l'on cite comme potentiel vainqueur à la fin. Ça reste le Brésil, c'est un nom, c'est comme l'Allemagne. Même s'ils sont dans une mauvaise passe, t'es obligé de les prendre au sérieux. Ça reste une immense nation du football, si ce n'est la plus grande. Et en 2002, même si le collectif est malade, ça reste l'équipe de Ronaldo, Rivaldo et compagnie. Quand tu regardes la compo, tu vois des noms qui font peur normalement à peu près n'importe qui. Prenons celle du premier match de poule face à la Turquie. Marcos dans les buts, moins spectaculaire mais jugé plus fiable que Dida. Une défense à 3 mêlant muscles, cerveau et technique, avec Lucio, Roque Junior et Edmilson. En piston, les deux TGV, Cafu, Roberto Carlos. À la récup, Gilberto Silva, futur taulier du milieu d'Arsenal. Et le très créatif, Juninho Paulista. En soutien de l'attaquant, deux meneurs de jeu de classe mondiale, Ronaldinho et Rivaldo, et devant Ronaldo. De quoi faire oublier la mauvaise dynamique actuelle à pas mal de monde dès le début de la compétition. Mais comme le football ne se joue pas sur le papier, la réalité va rattraper assez rapidement cette équipe. Parce que même dans un groupe assez facile, les limites techniques et tactiques de ce Brésil vont se révéler au grand jour. Ronaldo n'a pas joué depuis des mois, Emerson, le taulier au milieu, s'est blessé juste avant le démarrage de la compétition et est remplacé par Gilberto Silva, encore très jeune. Ronaldinho est très jeune également, Edmilson pareil, vient à peine d'arriver à Lyon. Juninho Paulista, super joueur, mais c'est pas non plus le top player à ce moment-là. Lucio vient tout juste d'exploser avec Leverkusen, au final tes seules véritables valeurs sûres à ce moment-là, valeurs sûres techniquement et en forme, c'est Rivaldo, Cafu et Roberto Carlos. Alors ok, ça va suffire à battre la Turquie, mais faut voir dans quelles conditions quand même. Même avec Ronaldo au final, c'est toujours aussi nerveux, c'est toujours aussi peu convaincant collectivement. Et c'est même assez maladroit devant le but, cette équipe se fait clairement bouger par les Turcs. Bon, en même temps les Turcs en 2002 c'était quand même quelque chose. Entre Hasan Şaş, Emre, Hakan Şükür, Bastur, Roștu, c'était très très fort. Et c'est d'ailleurs la Turquie qui va marquer en premier dans ce match. Alors désolé, je ne mets pas les vidéos des buts, j'aimerais beaucoup agrémenter mes vidéos avec les buts d'époque, mais je sais d'avance que là, vidéo de Coupe du Monde, je vais me faire striker direct par YouTube. Bon, le Brésil va remonter en seconde période et gagner 2-1 avec notamment un très beau but de Ronaldo. Mais si t'es côté turc, à ce moment-là, tu peux clairement te sentir volé. Bon, c'est pas tant le carton rouge à la 86e le problème. Ok, Rivaldo en rajoute comme jamais sur le coup, mais le geste du joueur turc n'a rien à faire là. Dans tous les cas, c'est rouge. Mais le penalty 2 minutes après, c'est clairement un scandale. Il n'y a jamais penalty. La faute est clairement en dehors de la surface de réparation, il n'y a pas besoin de la vidéo pour le voir. À 11 contre 10, le Brésil a eu besoin d'un penalty imaginaire pour arracher la victoire contre la Turquie. Pardon, mais pour une équipe qui 20 ans après est racontée comme une équipe de malade mental qui a roulé sur absolument tout le monde, moi je trouve que ça colle pas. Mais bon, côté brésilien, on s'en préoccupe assez peu des réactions. C'est une victoire qui fait du bien après tous ces déboires, ça va redonner un petit peu de confiance. En plus, Ronaldo a marqué pour son retour, c'est parfait pour eux. Surtout qu'ensuite, le reste du groupe, on va passer très vite, Chine et Costa Rica. C'est cadeau. Ils vont juste faire office de sparring partner et permettre à cette sélection de faire le plein de confiance. Ah, le top pour ça, ça a été la Chine. Victoire 4-0, avec un but de chaque star de l'équipe. Roberto Carlos sur coup franc, Rivaldo, Ronaldinho et Ronaldo une nouvelle fois. Mais pareil, côté brésilien, on s'en fout que ce soit un match facile. Pour la famille Scolari, on tient juste le premier match référence. Et pour le dernier match, petite victoire, 5-2 contre le Costa Rica. Là aussi, ils se sont fait plaisir d'un point de vue offensif. Là aussi, tout le monde s'est régalé. Même si, surtout pour les observateurs, pour les médias brésiliens, il y a quand même pas mal à redire. Les 2 buts encaissés, ça passe pas trop. Et on voit que collectivement, c'est un peu poussif encore par moment. Alors 3 victoires consécutives, c'est bien. Mais pour les médias brésiliens, 3 victoires dans ce qu'ils appellent à l'époque le groupe le plus facile de l'histoire, c'est pas suffisant pour les rassurer. Et quelque part, ils ont raison. Mais ce que les observateurs ne voient pas à ce moment-là, c'est que durant cette phase de poule, une équipe est enfin née. Bon, une équipe est enfin née, certes, mais c'est pas gagné pour autant. Collectivement, ça va mieux, et dans le vestiaire, là aussi, ça va beaucoup mieux. Beaucoup plus de sourires, beaucoup plus de détente, mais toujours autant de travail et de rigueur comme l'impose Scolari. Il y a enfin un équilibre qui est trouvé. C'est pas mal. Mais on n'est toujours pas sur une grande sélection. Et le match suivant contre la Belgique va vite venir le prouver. Là encore, pour ces 8e de finale, on en attend beaucoup de la part du Brésil. Parce que côté brésilien, la Belgique, c'est respecté. C'est une belle nation du football. Mais c'est pas non plus l'Italie ou l'Allemagne.
on attend une masterclass pour être enfin rassuré. Surtout que durant cette Coupe du Monde, les Diables Rouges n'ont pas particulièrement impressionné et ne se sont qualifiés qu'à la toute fin du dernier match contre la Russie, après des matchs nuls contre le Japon et la Tunisie. C'est pas la Belgique 2018 non plus. Mais comme la Turquie, cette équipe va clairement bouger le Brésil. Roberto Carlos lui-même va l'avouer beaucoup plus tard, il pensait vraiment pendant le match qu'ils allaient se faire éliminer par Marc Wilmots et compagnie. Ils sont hyper costauds, ils sont propres techniquement, ils jouent le coup à fond, ils n'ont absolument rien à perdre et ce sont eux qui ouvrent la marque sur un coup de tête parfait de Marc Wilmots. Mais une nouvelle fois, le Brésil va très bien s'en sortir avec l'aide de l'arbitre qui invalide ce but. Alors là non plus, je ne peux pas te mettre les images, mais n'hésite pas à regarder ça juste après et à me dire si tu vois la fameuse poussette que sanctionne l'arbitre. Moi sur ce coup là je ne la vois pas. Alors est-ce qu'avec ce but là la Belgique aurait gagné? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a rendu la tâche bien plus facile aux Brésiliens qui après ça se réveillent. Derrière t'as Rivaldo qui marque sur un enchaînement somptueux et à la fin t'as Ronaldo qui enfonce le clou avec un petit brin de réussite, on va le dire aussi. Encore une fois, le Brésil passe sans convaincre. Allez, on arrive en quart de finale et là, on y est. Là, les choses sérieuses commencent enfin. Enfin, un adversaire à la hauteur du Brésil. Enfin, un vrai test. L'Angleterre et sa génération dorée. Beckham, Ferdinand, Scholes, Owen, Campbell. La grande Angleterre. L'Angleterre de Sven-Göran Eriksson qui avait battu la grande Argentine en phase de poule. Belle déception, l'Argentine en 2002 d'ailleurs. Non, vraiment, l'Angleterre à ce moment-là, c'est un très bel adversaire. C'est une équipe pleine de talent, pleine de confiance, qui s'était qualifiée avec une victoire en 8e de finale 3-0 contre le Danemark. Là, clairement, si le Brésil veut passer, il va falloir élever son niveau drastiquement. Et comme souvent, ça va mal commencer. 23e minute, grosse erreur d'appréciation de Lucio et but de Michael Owen. Encore une fois, il va falloir retourner la situation. Mais cette fois, l'atmosphère est différente. On ne voit plus cette équipe crispée, nerveuse sur le terrain. Au contraire, là on voit plutôt une équipe décontractée, souriante. Même en étant menée 1-0, on sent une équipe sûre de ses forces. Et c'est ça qui est fou d'ailleurs, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a même l'impression que c'est l'Angleterre qui est stressée, que c'est l'Angleterre qui commence à déjouer. Et cette fois, ce n'est pas Ronaldo ni Rivaldo qui va sonner la révolte, c'est le petit dernier. C'est Ronaldinho. Ah, c'est son moment. Ah, le petit slalom là à la 45e minute pour décaler Rivaldo, un bijou. Et alors à la 50e, le chef-d'œuvre ou le méga coup de bol, vous me direz dans les commentaires. Moi j'ai encore tendance à penser qu'il y a quand même pas mal de chance, mais ce coup franc, c'est quand même incroyable. On s'en souviendra encore longtemps, je pense. Coup franc à 35 mètres, complètement excentré comme ça, la trajectoire. Franchement, si c'était pas Ronaldinho, je serais sûr que c'est inintentionnel. Mais là, c'est Ronny, on peut quand même y croire. Bref, nouvelle victoire pour le Brésil. Là encore, un peu de réussite pour cette équipe. Mais là, contrairement à toutes les autres fois durant cette compétition, c'est vraiment convaincant. Face à un adversaire de grande valeur, le Brésil a enfin montré de la qualité et de la sérénité dans son jeu. Et la preuve, c'est que même à 10 contre 11 après l'expulsion assez stupide de Ronaldinho, c'était vraiment son match pour le meilleur comme pour le pire, tu sentais que le Brésil était encore très sûr de son jeu. Ça confisquait le ballon aux Anglais, on ne la sentait pas l'infériorité numérique. Il a donc fallu attendre les quarts de finale pour voir le Brésil jouer comme le Brésil est censé jouer dans une Coupe du Monde. Mais là, ça y est, c'est le véritable déclic. Je récapitule, les résultats, c'est bon. La rigueur, le travail, c'est bon. La bonne ambiance, c'est bon. Et même le beau jeu, c'est pas mal. Bon, il y a encore beaucoup d'individualités qui brillent, plus qu'un collectif qui fait absolument rêver, mais on prend quand même du plaisir devant cette équipe côté brésilien. Puis bon, c'est vrai que le débat du beau jeu au Brésil, depuis l'équipe de Zico et Socrates, c'est quelque chose où on est revenu un petit peu plus à la normale. On est déjà un petit peu plus à même de faire quelques concessions sur la qualité de jeu, du moment qu'il y a la victoire au bout, un peu comme en 94 d'ailleurs. Donc normalement avec tout ça, tout le monde devrait être rassuré. C'est mal connaître la presse brésilienne. Alors effectivement, les critiques sur cette équipe, sur sa manière de jouer, sur le résultat, ont à peu près disparu. Mais il faut bien trouver un os à ronger, il faut bien trouver un moyen de vendre encore des journaux. Et à ce moment-là, il y a encore un mini doute qui subsiste en grattant un petit peu, en faisant les fonds de tiroir, c'est Ronaldo. Parce que oui, Ronaldo contre l'Angleterre, c'est à nouveau blessé. Forcément,
Tout le monde a ressenti un petit frisson le long de la colonne vertébrale à ce moment-là. Et de ce fait, il est incertain pour le deuxième round contre la Turquie en demi-finale. Et on se souvient bien de ce qu'avait montré la Turquie lors de la phase de poule. Du coup, tous les journaux brésiliens font leur une sur la blessure de Ronaldo, tous les médias font des débats. Est-ce qu'il faut précipiter ou pas le retour de Ronaldo? Est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'il va pouvoir jouer ou pas? Comment le remplacer si c'est pas le cas? Tout ça. Il y a déjà une pression énorme qui se met autour vraiment de la possibilité de voir Ronaldo jouer ce match-là. Et ça, Ronaldo, ça le gave. Il en a marre et il pète littéralement un câble. Parce que lui aussi, il a peur. Lui aussi, il est traumatisé entre ce qui s'est passé avant la finale 98, les blessures qu'il a eues à répétition avec l'Inter. Évidemment qu'il flippe. Il a pas envie qu'on lui rajoute une couche. Du coup, ce qu'il va faire pour faire taire tout le monde, il va se couper les cheveux. C'est tout con, mais en même temps, c'est génial. Il se fait une coupe absolument dégueulasse. Du coup, tout le monde ne parle plus que de ça, tout le monde ne parle plus que de tous ces millions de petits Brésiliens qui jouent au foot dans la rue avec exactement la même coupe et de toutes les mamans qui pleurent apparemment. Même Ronaldo s'est excusé après le mondial de ça auprès de toutes les mamans qui ont vu leurs enfants avec cette coupe absolument affreuse. Mais c'est le moyen qu'il a trouvé de détourner l'attention, et c'est vrai qu'à partir du moment où il se fait cette coupe de cheveux, les médias le laissent tranquille. Il ne parle plus que de ça. Du coup, le plan fonctionne à merveille, il a tout le temps et moins de pression pour récupérer, et il récupère pour pouvoir jouer contre la Turquie. Bon, si on voit le match, clairement, on le voit, il joue pas non plus à 100% de ses capacités. Mais un Ronaldo, même à 50% de ses capacités, ça reste Ronaldo. Et ça aussi, ça va se voir lors de ce match contre la Turquie. Parce que dans ce match, avec énormément de tension, tu te doutes bien, surtout que les Turcs à ce moment-là sont remontés comme des pendules, puisque eux, ils se sentent volés depuis la phase de poule. Ils sont passés à ça, de s'offrir le scalp du Brésil. Ils ont un petit peu la haine, là, ils sont heureux d'avoir cette deuxième chance. Qui va faire la différence dans ce match-là ? Ronaldo. Dans ce match très tendu, très disputé, c'est Ronaldo sur une jambe et demie qui vient marquer avec un tir croisé du pointu pour marquer. Le geste est improbable, mais il part à une telle vitesse et il est tellement bien placé que ça marche. Et après ça, d'ailleurs, Ronaldo va l'avouer. En fait, il a tenté ce geste, pas par coup de génie ou quoi que ce soit. C'est parce qu'en fait, c'était à peu près le seul geste qui ne lui faisait pas mal quand il tirait. Mais bon, quand tu t'appelles R9, le pointard, ça marche tout aussi bien. Score final, 1-0, un match disputé, mais plutôt maîtrisé par le Brésil. Pas de score fleuve, mais pas de polémique, cette fois en tout cas. Le Brésil est de nouveau en finale de Coupe du Monde et a l'occasion d'aller chercher sa 5e étoile. Mais pour ça, va falloir se farcir l'Allemagne. L'Allemagne d'Oliver Kahn. C'est donc un Brésil nouveau qui arrive en finale. Un Brésil sérieux, travailleur, mais qui n'a pas oublié complètement son football, qui n'a pas oublié sa magie au vestiaire. C'est une finale touchée par la défaite en 88, mais pas traumatisée. Mais il y a quand même du stress. Par exemple, Ronaldo a raconté qu'il n'osait pas rentrer dans sa chambre avant la finale, parce que c'était dans sa chambre qu'il avait eu ce terrible malaise juste avant la finale contre la France en 98. Il est stressé d'un côté, mais il est aussi très déterminé de l'autre. Il veut prendre sa revanche. Il veut sa Coupe du Monde. En 94, c'était la Coupe du Monde de Romario. Il veut son moment. Surtout que pour cette finale, il a une véritable équipe sur laquelle s'appuyer. Une véritable famille, comme le voulait Scolari. D'ailleurs, si on regarde les compos entre la finale et la première journée, c'est le même 11 à une seule exception. C'est Juninho Paulista qui avait perdu sa place en cours de route au profit de Kleberson. Est-ce que tu te souviens de Kleberson, amigo? Après sa Coupe du Monde 2002, son plus gros highlight, c'est d'avoir posé en même temps que Ronaldo en signant à Manchester United. J'ai rarement vu un prime aussi court. Bref, c'est la finale. En face, c'est l'Allemagne, Brésil-Allemagne. Sur le papier, on est sur une finale d'anthologie, il faut le dire clairement. Surtout que d'un côté, t'as vraiment le Brésil qui a fini par séduire à peu près tout le monde. Mais il n'y a pas tant de hype que ça. Parce que de l'autre côté, t'as une Allemagne assez froide, assez sérieuse, assez rigoureuse. Alors certes, il y a eu cette victoire 8-0 en phase de poule, mais à part ça, ça vend pas énormément de rêves. D'ailleurs, le joueur le plus cité, le joueur qui est d'ailleurs élu meilleur joueur de la compétition avant cette finale, bizarre, c'est comme ça que ça avait été fait à l'époque, c'est Oliver Kahn. Alors, immense respect pour Oliver Kahn, super gardien, mythique gardien de la Nationalmannschaft, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand ton meilleur joueur c'est ton gardien, c'est que collectivement, c'est que sur le terrain, au niveau des joueurs de champ, ça fait pas tant rêver que ça. Et en plus, pour cette finale, Ballack est suspendu. Et ben cette finale, moi je la trouve un peu sous-cotée. C'est pas la finale dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est pas celle qui a le plus impressionné, je suis d'accord, mais c'était quand même une bonne finale. Avec un match
très disputé avec deux belles équipes, une équipe d'Allemagne qui s'est montrée offensive, qui a laissé même pas mal d'espace, on avait même presque l'impression qu'ils disaient ok, ça va être un duel Oliver Kahn-Ronaldo, bah Oliver Kahn va s'en charger, pas de problème. Et d'ailleurs, sur la première mi-temps, c'est plutôt ce qui se passe. Quand tu vois les premiers duels entre les deux, bah, c'est Oliver Kahn qui s'en sort le mieux à chaque fois. Puis il faut rappeler qu'à ce moment-là, le titan allemand n'a pris qu'un seul but durant toute la compétition et aucun lors des éliminatoires. C'est une muraille à lui tout seul. Mais encore une fois, le Brésil va prendre son temps et va faire la différence en deuxième période. Il passe pas loin du drame en deuxième période avec notamment un coup franc de Neuville sur le poteau. Mais juste après ça, l'impensable va se produire. Sur une frappe presque anodine, le grand Oliver Kahn va se trouer. Et qui va surgir pour pousser le ballon au fond des filets ? Ah, je le dis même pas, c'est trop évident. Et 12 minutes plus tard, sur une action parfaite menée par Cleverson, c'est Ronaldo, encore une fois, qui va surgir et placer un ballon parfait dans le petit filet d'Oliver Kahn. Son 8e but en 7 matchs de Coupe du Monde, de quoi avoir le trophée de meilleur buteur de cette compétition, à défaut d'avoir pu avoir celui de meilleur joueur. C'est déjà ça. Mais bon, je pense qu'il s'en est assez vite remis, d'autant plus que l'histoire est quand même assez folle. Après d'aussi grosses blessures, il est revenu au dernier moment et il a porté le Brésil vers un nouveau titre mondial. C'est lui qui a décroché la 5e étoile. Bon, même si à titre personnel, peut-être que je chipote, mais je trouve qu'on oublie un petit peu trop l'apport de Rivaldo durant toute cette compétition. Il y a une unanimité pour dire que Ronaldo méritait plus que Oliver Kahn le titre de meilleur joueur de la compétition, ça je veux bien l'entendre, mais par rapport à Rivaldo, je suis beaucoup moins sûr. Parce que Rivaldo quand même, c'est un sacré récital qu'il nous offre durant cette compétition, et notamment dans les matchs où cette équipe du Brésil n'était pas encore parfaitement formée, où collectivement c'était assez dur, bah c'était plus souvent Rivaldo qui venait trouver la solution et sortir le Brésil quand il était dans une mauvaise passe. Mais bon, Ronaldo a aussi été très régulier durant cette compétition, je ne suis pas catégorique sur le fait que Rivaldo était au-dessus, et puis Ronaldo, il a ce talent qu'ont les grandes légendes de ce sport. Il sait briller au bon moment. Les buts dans les finales et les coupes de cheveux aussi, ça marche pas mal pour marquer les esprits. Non, je comprends tout à fait le lobby pro Ronaldo pour ce titre de meilleur joueur également. Bref, c'est ainsi que le Brésil a gagné sa 5e et dernière étoile à ce jour. Et contrairement à ce qu'on peut lire par-ci par-là aujourd'hui, non, ce n'était pas une équipe programmée, destinée à gagner cette Coupe du Monde. Non, ce n'était pas facile de gagner la Coupe du Monde avec cet effectif-là. C'était un effectif plein de doutes, plein de carences, plein de jeunesse également. Le Brésil 2002, c'était un mélange de talent, de travail et de quelques coups de pouce du destin, on va dire. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo qui demande beaucoup de travail, c'est une vidéo assez longue et c'est pas forcément les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne. Donc vraiment, si ça te plaît, pense bien à mettre un pouce bleu et à t'abonner, mais aussi un petit commentaire, même si tu sais pas quoi dire, marque juste référencement ou tu marques juste Ronaldo, voilà, ça marchera très très bien pour que YouTube pousse un petit peu la vidéo. D'ailleurs, si tu veux enchaîner avec une autre belle vidéo sur l'histoire du football, je te propose celle-ci, cette vidéo sur le FK Start, cette équipe ukrainienne qui a humilié l'Allemagne en pleine Seconde Guerre mondiale. Moi je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao.